Merci, Monsieur le Président. واسمح السادة الحاضرين عن داخل اللغة الفرنسية. سبقتك بالعربية. C'est un peu le cadre. Moi, je vais partir du même point de départ de professeur Lamour. À l'origine, avant la catégorie des élites, il y a le concept de classe sociale. Et on doit une définition de classe sociale, même si elle occupe très peu de développement chez lui. On la doit à Marx. Comme l'a souligné Lamour, pour Marx, la réalité sociale est marquée fondamentalement par l'existence de classes sociales. Et d'ailleurs, le mouvement de l'histoire, selon Marx, s'explique par la lutte des classes. Et pour certains, Marx aurait figé la reproduction des classes sociales dans une configuration binaire, les capitalistes, pour la bourgeoisie, et les prolétaires, avec une reproduction à l'infini, interne à chaque classe. Les prolétaires vont rester toujours des prolétaires, et leurs descendants sont des prolétaires, et la bourgeoisie, la même chose. Bon, moi je ne rentre pas dans ces discussions, mais je crois que la pensée de Marx est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a Schumpeter qui va introduire une notion intéressante qui est celle de la personnalité de classe. Et Schumpeter, à la différence de Marx, il fait l'hypothèse de la mobilité interclasse. Les choses, selon lui, ne sont pas figées. Si vous permettez, je vais juste donner une citation de Schumpeter, qui rejette donc l'existence d'une cloison étanche entre les classes. Pour lui, la notion d'une cloison étanche entre les gens, qui, avec les descendants, seraient une fois pour toutes des capitalistes, et les autres qui, avec leurs descendants, seraient des prolétaires, une fois pour toutes, n'est pas seulement, comme on l'a déjà signalé, entièrement dépourvue de réalisme, mais encore elle ignore le phénomène le plus frappant relatif aux classes sociales, à savoir l'ascension et la décadence continue des familles individuelles accédant aux couches supérieures ou étant exclues. Fin de citation. Donc Schumpeter introduit la notion de mobilité. On monte et on descend. C'est Pareto, effectivement, Sébastien Lamour l'a rappelé, qui est un économiste de la fin du XIXe siècle, économiste et sociologue, dans son manuel d'économie politique, qui est à l'origine d'une théorie générale des élites. Donc il y a un glissement, grâce à Pareto, de la notion de classe à la notion d'élite. Pour Pareto, les élites sont indispensables. C'est la mort l'a dit. Elles sont indispensables parce qu'elles ont des fonctions à jouer, qui sont importantes, conduire la société, etc. Elles existent dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont leurs élites. Mais Pareto, lui, donne un certain nombre de marqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'une élite? Quels sont les critères qui doivent exister dans une élite? Et à mon avis, c'est important de relever un peu ces indicateurs, ces marqueurs, ces critères. Premier, c'est la richesse. Une élite est, par définition, riche. La richesse matérielle. L'hérédité, le pouvoir, le statut social, la culture. Moi, je voudrais insister sur cet élément, la culture. Culture au sens fort du terme. C'est un critère essentiel pour définir une élite. Avec évidemment les autres critères que je viens d'énumérer. L'intelligence, Pareto parle d'intelligence, l'élite serait plus intelligente, marquée par son intelligence. Par le mérite,
Et bizarrement, Pareto parle de sexe. Une élite pourrait être masculine, selon Pareto. Troisième élément dans la pensée, dans la définition des élites par Pareto, c'est que les élites se renouvellent de façon constante dans les sociétés modernes. Et Pareto, il parle de circulation des élites. Circulation des élites. Et il ajoute la contestation des élites par les autres, par le conglomérat qu'on pourrait appeler le peuple. C'est pas une mauvaise chose, selon Pareto. La contestation des élites est un phénomène tout à fait naturel et ce n'est pas forcément négatif. Dans l'idéologie arabe contemporaine, l'idéologie arabe al-mu'asira, il y a une typologie générale composée de trois figures. Je parle de trois figures idéales typiques. Ce ne sont pas des figures qui correspondent à la réalité, à un temps, à un moment donné. C'est des formes idéales typiques. Le clerc, première figure, le politicien ou le politique, et le technophile. Alors le clerc, dans l'idéologie arabe contemporaine, c'est surtout le clerc salafiste. C'est donc une composante de l'élite salafite, l'élite composée du clerc salafite. Pour cette figure, la réformer, pour le clerc salafite, la réforme du présent passe par les recettes du passé, en puisant dans l'islam des origines. Deuxième figure, c'est le politique. Politique, dans l'idéologie arabe contemporaine de Abdullah al-Harwi, il s'agit surtout du politique libéral. Le politique libéral parle un peu du politique qui procéderait d'une pensée non libérale, mais il met l'accent surtout sur le politique dans sa version libérale. Pour ce politique, la réforme doit se référer à la pensée occidentale des Lumières, avec les éléments essentiels de la pensée des Lumières dans le domaine de l'économie, les initiatives privées, le marché, la démocratie représentative, etc. Et puis il y a le technophile. Pour le technophile, réformer la société passe par la modernisation de la société, par l'industrie et la technologie. Et l'exemple emblématique du technophile, selon toujours al-Harwi, c'est le Japon. Le Japon aurait donc procédé à ces réformes, réussi ces réformes grâce à l'impact produit par l'industrialisation et la technologie. Moi, je pense que cette typologie reste dans son fondement valable, pas uniquement pour le Maroc, mais en général dans le monde arabe, puisque l'idéologie arabe contemporaine, son périmètre, c'est le monde arabe. Mais on pourrait aujourd'hui, pour revenir un petit peu au cas du Maroc, reprendre cette typologie de l'idéologie arabe contemporaine, c'est ce qui m'intéresse personnellement, en y spécifiant la configuration de l'élite économique. C'est Amour, il parle de bourgeoisie économique. Moi, je n'utiliserai pas le terme bourgeoisie économique, mais il y a une catégorie effectivement réelle qui serait celle de l'élite économique. Plusieurs figures, je ne vais pas les développer. C'est Amour a dit l'essentiel sur ces questions-là. Les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, les grands patrons, mais aussi à un niveau inférieur, nous pouvons mettre dans cette élite économique les managers, les experts, les consultants, on peut les mettre dans cette configuration générale qui serait l'élite économique. L'élite économique au Maroc, c'est mon hypothèse. 3 points dans cette hypothèse. Premièrement, elle existe en soi, c'est-à-dire objectivement, dans les faits.
Il y a des individus qui font partie de l'élite économique. Mais ils n'existent pas pour soi. J'utilise ici la distinction faite par Marx entre une classe en soi et une classe pour soi. Une élite économique serait une élite pour soi lorsque cette élite a pris conscience de son existence comme communauté, comme groupe à part. C'est la conscience qui fait la différence entre exister en soi et exister pour soi. Donc là, pour moi, l'élite économique existe en soi et non pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette conscience collective de l'élite économique. Elle existe aussi en creux, peut-être en potentiel, ce qui est déjà pas mal. Elle existe en potentiel. De façon imaginaire ou fantasmée. Il y a beaucoup de chercheurs qui nous parlent d'une configuration. Est-ce qu'elle existe dans la réalité? On se pose la question. Donc, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'existence, la définition en chair et en os d'une élite économique. Deuxième élément dans cette hypothèse, c'est que cette élite fonctionne entre soi, en reproduction simple. C'est une élite d'héritiers qui se reproduit. C'est une hypothèse générale, ce sont des hypothèses générales, donc je voudrais tout de suite dire qu'il ne s'agit pas une hypothèse ne comprend pas tous les aspects différenciés de la réalité. C'est un fait stylisé. J'utilise ici le concept de fait stylisé. Troisièmement, elle n'est pas inscrite dans une histoire collective. Encore moins dans un schéma narratif. Cette élite n'a pas produit, jusqu'à présent, son récit, son propre récit. Il y a des histoires individuelles, par-ci par-là, mais il n'y a pas un récit, un storytelling de l'élite, encore moins de la bourgeoisie. Alors, l'élite économique, c'est une catégorie en soi. Je vais essayer de montrer un peu d'aller un peu plus loin dans cette hypothèse. Historiquement, on peut dire qu'elle est issue d'une bourgeoisie, et le feu Aziz Blel parlait de bourgeoisie non bourgeoise. Une bourgeoisie non bourgeoise. Une expression qui veut dire que c'est une bourgeoisie, mais qui n'adopte pas les mêmes comportements que la bourgeoisie occidentale en Europe a adopté dans les siècles derniers. Donc c'est une bourgeoisie non bourgeoise dans le sens où elle ne prend pas en considération suffisamment l'investissement, la production et l'esprit d'entreprise, etc., qui définissent la culture, aussi la conduite de la société sur le plan culturel, l'élévation du niveau culturel de la société, culturel au sens large, c'est-à-dire au niveau de la littérature, les arts, etc. La bourgeoisie a porté une culture nouvelle et l'a élevé les autres catégories de la société vers ces niveaux-là. Dans ce sens, pour Aziz Blel, la bourgeoisie marocaine n'est pas bourgeoise. Deuxième élément, c'est une élite domestique, c'est-à-dire traditionnelle. Elle est définie sur le plan ethnique, voire familial. C'est on a parlé tout à l'heure de bourgeoisie facile, bourgeoisie souci. Moi, je conteste cette ethnicisation d'une catégorie, une classe sociale ou même une catégorie inférieure qui serait l'élite. On va dire c'est les facis, c'est les soucis, c'est les rifas, c'est les, ethniciser une catégorie de ce genre, à mon avis, mais effectivement, ça correspond à une réalité lorsqu'on prend cette catégorie en soi et non pas pour soi. On connaît la thèse de Mohamed Barrada sur une élite en transition. Voilà, le Maroc serait passé dans les années 60
la fin des années 60, parce qu'il a soutenu sa thèse à Bordeaux, est passé d'une élite formée par les fascistes, qu'il appelle aussi la bourgeoisie assise, à une élite plus dynamique, debout, qui serait formée par les sociaux. Je pense que cette thèse, elle a peut-être un sens ethnographique, mais elle n'a pas un sens analytique en termes économiques. Troisièmement, c'est une élite marchande. Encore une fois, c'est un fait stylisé. Il y a d'autres segments. Il y a des élites économiques qui travaillent dans l'industrie, etc. Mais la dominante, elle n'est pas... Non, je ferai attention. Je passe le relais à parler. Une élite marchande, non industrielle, composée d'hommes d'affaires et non d'entrepreneurs. Au sens de Schumpeter, pour Schumpeter, l'entrepreneuriat, c'est une conjonction d'un acteur, l'entrepreneur, et d'une action qui est l'innovation. Voilà la définition d'entrepreneur Schumpeter. Enfin, c'est une élite franchisée. Voilà les marques du savoir-faire, définition de produit moyen. Théoriquement, elle est indépendante, cette fraction franchisée. Elle est indépendante, elle a toute son indépendance par rapport aux franchiseurs. Mais elle n'est pas maître de sa stratégie de développement. Elle est obligée de rendre des comptes à son franchiseur. Voilà un peu quelques éléments de définition d'une configuration générale de l'élite économique. On parle de crise de l'élite économique. C'est mon dernier point. C'est vrai qu'il y a une crise de l'élite économique. Je donnerai 3 symptômes de cette crise de l'élite économique. Le premier symptôme, c'est l'endogamie. C'est une élite endogamique. Elle est entre soi. C'est une élite entre soi. Ce phénomène, évidemment, est ancien. Il a été observé par Ibn Khaldoun. Plus récemment, dans le Muqaddimah, et plus récemment, il y a des auteurs américains, Acemoglu et Robinson, qui ont travaillé sur cette question. Pourquoi les pays échouent dans leur développement? Alors, ils définissent 2 types de sociétés. Des sociétés où les élites bougent. Il y a un renouvellement des élites. C'est des sociétés qui sont inclusives. Donc, il y a montée des catégories inférieures vers les élites, etc. Et des sociétés qui seraient extractives, donc qui resteraient fermées et qui excluraient toutes les catégories qui ne font pas partie d'elles. Pour Pareto, ce n'est pas seulement l'accumulation des éléments inférieurs dans une couche sociale qui nuit à la société, mais aussi l'accumulation dans les couches inférieures d'éléments supérieurs qu'on empêche de s'élever. Donc, je reviens à Pareto, pour lui, c'est la question essentielle, c'est la mobilité. Le problème, c'est dans le fait qu'on empêche certaines couches supérieures des couches inférieures à monter et à faire partie des Deuxième symptôme, c'est la connivence. La connivence, on a en parlé, depuis la marocanisation en 1973, il y a une tendance à transformer la noblesse d'État ou la technobureaucratie en aristocratie des affaires. Évidemment, les relations étroites qui existent entre l'élite économique, ou une fraction de l'élite économique et le politique, le pouvoir, on en a parlé, je vais passer sur ça. Le 3e symptôme, c'est la dépendance. Dépendance de l'élite économique. C'est une double dépendance. Première forme de sa dépendance, c'est une dépendance ontologique, ou joudia, par rapport à l'ordre de l'État. C'est le sommet de l'État pour les élites supérieures, c'est l'administration pour les catégories inférieures de l'élite. C'est ce rapport qui favorise et tend à reproduire l'économie de rente.
Bon, exemple de rappel à l'ordre, c'est fait allusion, le ministre de l'Intérieur pendant la campagne d'assainissement avec c'est Abdelrahim Hjouji qui était à la tête de la CGM. Et le problème avec Si Hassan Chami aussi à un certain moment, qui était rappel à l'ordre, qui était aussi président de la CGM. Le conflit qui a opposé tout le monde, le groupe, la holding Yenna de Miloud Chabi avec le groupe Touha, etc. C'est souvent ces rappels à l'ordre qui montrent justement qu'il y a que le cordon ombilical, que cette dépendance ontologique continue de fonctionner. Deuxième forme de dépendance, elle est historique. Par rapport au patronat européen, sur le protectorat, hier, et puis par rapport aujourd'hui aux élites globales, aux élites mondialisées. La marocanisation ne s'est pas soldée par un apprentissage de l'entreprise comme le stipulait la loi de 73. La loi voulait ça, voulait faire émerger une bourgeoisie nationale d'entrepreneurs, etc., qui se lancent dans les affaires. C'est ce rapport, justement, qui entretient les conditions de la dépendance et de l'extraversion économique. Alors, je voudrais conclure par 3 perspectives. Premièrement, c'est le retour. Je pense qu'il faut, pour mieux comprendre le phénomène de l'élite, il faut revenir à la catégorie classe sociale. Donc, il faut repenser la catégorie de classe sociale, définie comme personnalité collective, c'est Schumpeter. C'est Schumpeter qui le dit, c'est pas, à ma connaissance, Schumpeter. Mais il n'y a pas de honte à se réclamer de Marx. Moi, aucun problème. Et à la figure, et cette figure spécifique de l'entrepreneur schumpeterien. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est une perspective fondamentale. La deuxième, paradoxalement, de mon point de vue, c'est à l'État qu'il incombe de faire émerger une classe d'entrepreneurs. Comment ? Pas en intervenant directement, pas en se faisant élite économique, mais en mettant en place des institutions incitatives, notamment en matière de justice, de droit de propriété, de sécurité publique, de concurrence, de transparence, d'innovation, de capital humain, etc. Et parce que moi je pense que le marché de lui-même, tel qu'il dysfonctionne structurellement au Maroc, il ne peut pas faire émerger une bourgeoisie, ou une classe bourgeoise, une véritable classe bourgeoise. Au mieux, il ferait émerger ce qu'on pourrait appeler une lumpen bourgeoisie, une lumpen élite économique. Et c'est pas ce que on souhaiterait pour le Maroc. Donc cela implique, quand je dis l'État doit faire ça, cela implique comme préalable une vision stratégique sur ces questions-là, de l'État. Il faut qu'il y ait une vision stratégique et l'élaboration par l'État d'un modèle de développement économique national, productif, qui évacue toutes les dérives vers l'économie de rente, etc. Merci pour cette communication. À vous la parole.